La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Pour la jeune génération, l'histoire du Québec ne semble apparemment pas très passionnante. On la dédaigne, on veut y voir un passé poussiéreux, et l'idée même de poursuivre l'aventure collective lasse ceux à qui on a fait croire qu'il n'y avait d'avenir que sous le signe de la citoyenneté mondiale. De même, les artistes et les créateurs trouvent rarement leur inspiration dans notre histoire nationale, comme si elle n'était pas assez riche humainement. Je fais évidemment une exception ici avec la série Les Pays d'en haut, dont nous pourrions reparler en d'autres circonstances. Cela dit, cet oubli de l'histoire dans la création artistique ne caractérise pas mes deux invités d'aujourd'hui. Les deux sont de la jeune génération, les deux sont des artistes, et les deux trouvent dans notre histoire une matière à partir de laquelle créer et se projeter dans le monde. Notre histoire, autrement dit, elle se l'approprie, la transforme, la métabolise et la symbolise. C'est de cette question dont nous parlerons aujourd'hui à La vie des idées avec Stéphanie Chalut. Bonjour. Bonjour Mathieu. Et Léonane Kemner. Bonjour. Bonjour. Alors pour nos éditeurs, je présente Stéphanie Chalut, vous êtes artiste visuelle et l'histoire des saints martyrs canadiens, l'histoire de la Nouvelle-France vous inspire dans votre création artistique. C'est une présentation qui vous convient? Oui, tout à fait. Et Léonane Kemner, vous êtes engagée dans la rédaction d'un roman, presque d'une grande fresque romanesque où l'histoire du Canada français, du Québec, de la Nouvelle-France, tout ça mis ensemble vous inspire beaucoup. C'est une présentation qui vous convient aujourd'hui? Absolument, oui. Alors, j'aurais d'abord une première question pour vous, et je commencerai avec vous, Stéphanie Chalut. Pour moi, Mathieu Bock-Côté, la porte d'entrée dans l'histoire du Québec est politique, spontanément. C'est notre question nationale, c'est la lutte de notre peuple pour la survie, la reconnaissance et l'indépendance. Et je ne crois pas me tromper, cela dit, en disant que dans votre cas, comme dans votre cas, Léonane Kemner, la porte d'entrée n'est pas d'abord politique, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas aussi politique. Et je ne crois pas me tromper non plus en disant qu'elle ne commence pas par la Révolution tranquille. Vous saisissez notre histoire, vous saisissez notre passé autrement qu'à travers le grand récit de la Révolution tranquille. Alors la question que je vous poserai, Stéphanie Chalut, pour commencer, c'est quelle est votre porte d'entrée dans l'histoire du Québec et pourquoi? Bien, vous l'avez assez bien dit, la porte d'entrée, pour moi, elle n'est pas de nature politique. Mais ceci dit, je dois faire une nuance par rapport à ça quand même parce que j'ai découvert l'histoire du Québec quand j'étais adolescente et au départ, j'avais comme vous les mêmes rêves, je les ai toujours d'ailleurs, je suis une fervente indépendantiste, je m'en cache pas. Mais au fil du temps et surtout pendant mes études artistiques, on découvre un langage, on découvre le matériau avec lequel on va travailler. Donc moi, c'était l'image, je suis une artiste de l'image, donc je fais surtout du dessin, j'ai fait beaucoup de peinture dans le passé et j'ai recommencé à faire de la vidéo et éventuellement j'ai des projets de films là, qui sont sur la table. Donc ça reste un art de l'image, tout ça. Et donc on travaille avec un matériau qu'on doit adapter à notre propos. Mais ce médium-là, on doit en tenir compte. Donc quand on travaille les arts visuels, on travaille le langage plastique. Donc les arts plastiques, le langage formel de cet art-là. Donc tous les éléments de la matière visuelle et faire du politique d'abord et avant tout, je pense que c'est faire fausse route en fait, en art. Mm-hmm. Je pense que parce qu'on n'est pas politicien, on n'est pas des historiens, mais on a des intérêts, on a tous des intérêts. Alors ma porte d'entrée, moi, elle est d'abord, je dirais poétique. Vraiment, pour moi, il n'y a pas d'art s'il n'y a pas de poésie en quelque part dans une œuvre. Mais je vous relance la question plus précisément, c'est-à-dire, j'évoquais la Révolution tranquille notamment, au sens où souvent les Québécois s'ancrent dans leur histoire à travers le grand récit de la Révolution tranquille. Et si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, vous par exemple, la Nouvelle-France semble être votre porte d'entrée d'intérêt pour l'histoire. Oui. Et qu'est-ce qui vous attire dans cette période si singulière? Qui est souvent laissé dans la mémoire collective. La Nouvelle-France, c'est soit une histoire oubliée, lointaine, on a oublié depuis longtemps l'ère des grands explorateurs, l'ère des grands conquérants, l'ère des grands découvreurs, ou alors, depuis quelques années, c'est l'ère de la pénitence, c'est l'ère de la Nouvelle-France esclavagiste, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas ainsi que vous saisissez la Nouvelle-France. Non, absolument pas. Mais comme je le disais tout à l'heure, là, c'est vraiment par rapport au moment où j'ai découvert ça, j'avais 15-16 ans, et c'est à travers des romans historiques, particulièrement, et aussi le cours d'histoire qu'on avait qui n'existe plus aujourd'hui et je trouvais dans cette période d'abord parce que ça me liait avec mes racines françaises que je connaissais pas très bien quand on arrive au secondaire 1 2 on sait qu'on parle français au Québec, on sait qu'on fête la Saint-Jean-Baptiste mais on sait pas qu'est-ce que ça veut dire vraiment, on sent qu'il y a une identité, on sent une appartenance mais on n'en sait pas plus et donc moi j'ai voulu fouiller, ça m'a toujours fasciné parce que il y a comme une grande fresque qui vient avec la Nouvelle-France, il y a comme il y a quelque chose de très épique en fait qui me rejoint puis qui m'intéresse à développer. Et j'entendais récemment, en fait je l'entendais, je l'ai lu dans un fil
sur la page Facebook d'un ami, trois cinéastes qui se parlent ensemble suite au film de Champlain. Il y a eu un docu-fiction de Champlain il y a quelques années. Et on lit les commentaires en dessous et il y a deux cinéastes qui se parlent ensemble et qui disent mais c'est vrai que c'est de la bonne matière pour faire du cinéma, hein. Et l'autre de répondre oui, je comprends pas pourquoi ça a jamais été fait avant, etc. Bref, ils ont raison. Moi, j'ai toujours senti ça. Puis ce n'est qu'un début. J'aimerais poursuivre cette exploration. Et pourtant, on le note souvent, les récits, le cinéma québécois fait peu de place finalement aux récits historiques d'une manière ou de l'autre, et même à la grande légende de la Nouvelle-France. Léolane Kemner, je me tourne vers vous. Quelle est votre porte d'entrée dans l'histoire québécoise et pourquoi? La mienne, elle est tout d'abord et avant tout populaire parce que, moi, je veux dire, j'ai 26 ans. Je fais partie de cette génération-là qui, d'emblée, en n'a jamais rien eu à faire, en fait, de l'histoire du Québec. Ce qui a résulté de mes cours au secondaire, c'était les maisons longues, 2 guerres mondiales et 2 échecs référendaires. Donc, c'était un peu l'héritage que je portais. Et en toute honnêteté, je faisais partie aussi de ces gens-là qui avaient un peu honte de leurs origines québécoises parce que, étant une férue d'histoire depuis toujours, c'est comme si je me retrouvais pas. Je trouvais que c'était très petit, c'était pas glorieux, c'était pas grandiose et tout ça. Donc, nécessairement, j'étais plus attirée par l'histoire européenne. Mais je voyais, comme tu parlais, Stéphanie, on voit un sentiment, on voit un amour chez les gens, et puis je me demandais, mais d'où est-ce qu'il vient? Parce que moi, je le vois pas, je le ressens pas. Donc, j'ai fait l'effort, en fait, de plonger littéralement dans le ventre de l'histoire du Québec, mais ça a été par le biais des gens, des histoires de grand courage populaire, que c'est ça qui m'a vraiment touchée et qui s'est mis à me passionner à un point où est-ce que je consacre ma vie à écrire sur ça aujourd'hui. Alors, quand vous parlez d'histoire populaire, à quoi faites-vous référence? Par exemple, l'histoire des légendes, l'histoire des régions, l'histoire des mœurs des gens ordinaires. Qu'est-ce que vous entendez par histoire populaire? En fait, c'est que j'ai pour mon dire que c'est pas tant les grands personnages historiques qui ont fait l'histoire que les gens en dessous qu'ils ont fait. À mes yeux, c'est comme si les grands personnages qu'on étudie dans les livres d'histoire, c'est les marques sur la ligne du temps. Ils font office de marques, de repères pour les historiens. Tandis que ceux qui ont vraiment porté l'histoire, les véritables héros, sont souvent ceux dont on parle pas. Ceux qui ont eu à dompter le Canada sauvage. C'est des grands exploits qui sont tombés pratiquement complètement dans l'oubli. Et aujourd'hui, autant que ça me laissait totalement indifférente plus jeune, aujourd'hui, ça me révolte assez intensément, je dirais. Alors, vous évoquez tous les deux une chose à peu près semblable, c'est-à-dire, Léolane Kemner, vous dites finalement, il y a peut-être une part épique finalement dans cette histoire un peu oubliée. Ce que vous suggérez aussi, Stéphanie Chalut. Pourtant, j'ai l'impression, et vous me corrigerez, que souvent, lorsque les gens s'approprient notre histoire, ils ont l'impression que cette part épique est manquante, que cette part de grandiose est manquante. Donc, effectivement, ils se tournent vers l'histoire européenne, l'histoire américaine, ou alors ils redéfinissent l'histoire du Québec sous le signe de l'américanité, mais la part épique est manquante. Or, ce que vous me dites, Stéphanie Chalut, c'est qu'il y a une part épique, c'est celle-là qui vous interpelle, et finalement, elle se trouve en Nouvelle-France. Mais est-ce qu'elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce que vous trouvez que ce souffle vient à manquer un jour? Moi, je trouve que ce souffle vient à manquer, en tout cas aujourd'hui. Je pense que dans les années 70, il y a eu ce type de souffle-là. Moins grandiose, parce que quand même, si on parle de Nouvelle-France, on parle de la découverte d'un continent entier, de la fondation de la volonté politique de fonder quand même une nation. Alors c'est quand on nous dit, par exemple, que les Québécois, on est tous des immigrants, c'est faux pour moi, parce que je m'excuse, Louis XIV avait quand même cette intention politique de faire venir des filles du roi, de fonder cette nation française d'Amérique. Quand on se retourne vers les immigrants d'aujourd'hui, on leur demande est-ce que vous venez fonder une nation? La réponse est non. Alors mais on n'est même pas des immigrants, nous sommes les premiers avec les autochtones bien sûr. Voilà. Donc faut jamais oublier la part autochtone qui est indissociable, mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment cette part, oui, c'est ça, épique qu'on a, je pense, perdue au fil du temps. Il y a eu des moments, justement, dans les années 70. Moi, je suis née en 75. En 80, c'était le premier référendum. J'avais 5 ans. Je sentais une effervescence du haut de mes 5 ans. C'est très vague, là, dans ma tête, dans mon souvenir, mais je me rappelle très bien que mes parents parlaient de ça souvent, à table. Mes parents sont indépendantistes. Ils ont voté oui aux 2 référendums. Et moi, j'ai pu voter au 2e. Mais bon, il y a eu quelques souffles comme ça, mais rien à voir avec la découverte dans le temps, je veux dire, et c'est aussi le fait qu'on l'a pas vécu. Il y a quelque chose d'un fantasme de dire oh mais c'est incroyable, ça serait bien de braquer des caméras là-dessus et d'en faire une histoire, et c'est sûr qu'il y a toujours le danger d'enjoliver ça. En même temps, l'art sert aussi à aller dans l'imagination. Donc c'est ce qui distingue aussi l'histoire de la discipline historique et la discipline artistique qui est là pour faire rêver les gens.
faire de l'émotion, quoi, c'est ça. Alors, il y aurait ici presque une fausse opposition, c'est-à-dire, vous nous parlez de Louis XIV, vous nous parlez de la fondation d'une nation, il y a une dimension politique très forte là-dedans. Leolande Kemner, vous parlez d'une histoire populaire, une histoire qui ne se concentre pas sur les grandes figures exclusivement ou même d'abord. Et pourtant, les deux, vous parlez d'une histoire épique. Alors, Stéphanie Chelu nous dit la part épique, elle est dans cette découverte du continent, dans la fondation d'une nation. Vous nous parlez d'une histoire des gens ordinaires, vous nous parlez d'une histoire populaire. Quelle est la part épique dans cette histoire populaire qui vous passionne, Leolande Kemner? En fait, l'épique que je trouve dans notre histoire, que je trouve absolument magnifique et grandiose, même si on n'a pas eu assez d'événements sanglants, comme en France, mettons, pour pouvoir se farder d'avoir une gloire sociale, on va dire, c'est vraiment, comme je disais, ça peut sembler dans le petit, mais c'est vraiment le grand courage du peuple canadien-français qui ont dû faire de grands efforts communs avec les Premières Nations pour survivre à cette espèce d'immensité très très dangereuse, très hostile. Donc moi, honnêtement, entre des barricades et avoir à vaincre le Canada sauvage, je trouve que l'épique, le grandiose se trouve davantage dans cette espèce de combat contre la nature. Puis aussi, je trouve qu'il y a une nuance qu'on oublie beaucoup de faire. Si on veut comparer au Québec des histoires qui sont beaucoup plus anciennes, comme celle de la France ou l'Angleterre ou les grands pays européens, puis je trouve que à l'échelle de l'histoire, notre pays est tellement jeune qu'on n'a pas encore eu le temps de vivre autant de choses que les pays en Europe. Puis, honnêtement, je ne souhaite pas autant d'événements sanglants qui feraient qu'on pourrait se comparer à eux en toute bonne foi. Il y a une chose que j'entends souvent lorsque je parle à des étudiants, lorsque je parle aux plus jeunes, ou pas seulement aux plus jeunes d'ailleurs, c'est que l'histoire du Québec peut être, c'est Jean-Marc Léger, non pas le sondeur, mais le diplomate qui disait, notre histoire ne peut être pas nécessairement glorieuse, mais elle est attendrissante, disait-il. Et sur le plan politique du moins. Mais j'entends souvent dire, à tort ou à raison, et je vous demande votre avis là-dessus, que notre histoire est néanmoins hantée par la figure de l'échec. Et s'intéresser à l'histoire du Québec, c'est s'intéresser à une histoire qui toujours avorte, qui toujours échoue. Une histoire qui finalement peine à prendre son élan. Elle a peut-être un moment mythique fondateur, la Nouvelle-France. On a peut-être des épisodes honorable de résistance, mais elle serait hantée par le spectre de l'échec. Est-ce que lorsque vous vous tournez vers l'histoire du Québec d'une manière ou de l'autre, vous avez ce sentiment d'échec, ou est-ce qu'il s'agit surtout d'une obsession politique peut-être de nationalistes déçus? Moi, je pense que c'est peut-être une obsession que certains ont parce que bien honnêtement, oui, c'est certain que si on regarde l'histoire du Québec, bon, on a plusieurs échecs à notre actif. Puis dans ce temps-là, quand une nation a autant d'échecs que ça, on est porté à flirter beaucoup avec l'oubli, parce que on a un sentiment de honte collectif. On veut oublier l'échec, on veut oublier tout le mal que le peuple a dû subir au nom de cet échec-là. Mais à mon sens, exemple, si je prends l'exemple des patriotes, les véritables héros, tant qu'à moi, c'est pas tant les 12 qu'on a pendus que tous ceux qui ont eu à leur survivre. Donc l'héroïsme est là. Donc moi, je peux concevoir le sentiment d'échec qui entache en fait notre histoire nationale, mais je trouve qu'on regarde pas à la bonne place si on se tient à justement, en fait si on s'en tient à juste ressasser l'échec et puis finalement le laisser ternir tout ce qu'il y a de grandiose à raconter sur le Québec. Stéphanie Chelu, est-ce que vous êtes hantée lorsque vous touchez à l'histoire du Québec par quelque chose qui s'appelle un sentiment d'échec? Ou est-ce que vous le ressentez autour de vous? Ben, je le ressens, oui, mais dans mon travail artistique, parce que là on parle pas beaucoup de notre travail, mais je voulais revenir sur un point que Leolande parlait tout à l'heure, qui est les gens ordinaires et tout. Peut-être commencer avec ça, puis je pourrais poursuivre. Il faut dire que moi aussi, dans mon travail, c'est quelque chose qui m'interpelle. Je mets en scène mes deux petites nièces. Donc, c'est vraiment, pas que j'oppose mémoire nationale avec mémoire personnelle, mais il y a comme cette tension entre une mémoire très personnelle, vraiment. Mais c'est une symbiose des deux, oui, voilà. Et donc, cette mémoire très personnelle s'imbrique dans le grand récit collectif, le grand récit civilisationnel, national. Et effectivement, le mot nation, national, sont des mots tabous aujourd'hui qu'on ose à peine utilisé. En tout cas, en France, je sais que c'est pire qu'ici. Ici, ça reste encore, mais on a de la difficulté à le prononcer. Puis pour faire suite à la question, la question c'était si je sentais, mais je la sens, oui, tout à fait. Je sens cette part-là. Je sens aussi un abandon de nous-mêmes face à nous-mêmes. Et moi, ça m'affecte vraiment beaucoup, mais il faut pas que ça nous affecte au point d'arrêter de faire de la création. Je veux dire, il faut pas, je pense,
se dire on a perdu, faut s'asseoir là-dessus. Je pense qu'il y a des moments extraordinaires dans notre histoire. On est un grand peuple, qu'il disait, c'était évidemment notre ami René Lévesque. Voilà, merci. Il y aurait long à dire là-dessus. Je pense qu'il faudrait parler plus de la conquête à ce moment-là, parce que les Anglais, ils nous ont laissé, bien sûr, notre religion, notre langue, mais il y a eu tout cet aspect très, très néfaste, négatif, qui nous a rentré dedans. Faut pas se le cacher. Je veux dire, ça a rentré dans la psyché du Québécois. Moi, je suis pas psychanalyste ni socio. Je pense qu'au-delà de la conquête, c'est surtout le rapport Durham qui est venu entériner notre espèce d'impression qu'on n'est pas une culture qui vaut la peine d'être défendue. Mais quand je parle de conquête, c'est toutes les conséquences de la conquête. Donc, Durham en fait partie. Donc, la défaite des Patriotes, donc les 2 échecs référendaires, donc 82 aussi, rapatriement de la Constitution, tout ça, ces événements-là sont pour moi des conséquences dans le temps de la conquête. Donc, du fait qu'on ait perdu, voilà. Mais je note souvent quelque chose, et je vous relance sur cette question, appelons ça de la mémoire populaire, parce que c'est le grand écart dont je fais quelquefois l'expérience, c'est-à-dire moi, l'histoire du Québec, d'une certaine manière, c'est l'histoire d'un peuple, d'une nation, de grands premiers ministres, de résistance, de lutte, de référendums perdus, d'élections perdues. Mais il y a une dimension, c'est une histoire... Le romantique. Oui, politico-nationale, finalement. Passionnel. Mais je note qu'il y a dans notre histoire, par exemple, prenez la renaissance du cinéma québécois il y a quelques années. Mm-hmm. Moi, ça m'a fasciné. Il y avait une place immense qui était accordée au vieux mythe, au pluriel, du Canada français. Mm-hmm. On s'est tourné vers Louis Cyr. C'est-à-dire la figure de Louis Cyr qui traînait dans la conscience collective. On savait vaguement c'était qui. On s'est tourné vers le survenant. On s'est tourné vers Aurore l'enfant martyr. On s'est tourné vers les Pays d'en haut. On s'est tourné aussi vers Maurice Richard. Oui. Donc toute une série de figures qui d'une manière ou de l'autre n'appartiennent pas au grand récit tissé de dates historiques symboliques. Donc, est-ce qu'il n'y a pas à travers cette mémoire populaire dispersée des portes d'entrée aussi pour habiter, surtout l'histoire même d'avant 1960? C'est-à-dire, est-ce que l'histoire d'avant 1960 ne survit pas dans notre conscience collective à travers ces figures qui ne sont pas directement politiques, mais qui relèvent du légendaire populaire, finalement? Bien sûr, moi je pense que c'est nécessaire. Il faut qu'un peuple puisse s'attacher, puisse s'identifier à justement des gens comme ça, de la culture populaire dont justement vous venez de le dire, on a vaguement entendu parler pour les plus jeunes générations. Enfin, nous les plus vieilles générations, on a entendu parler clairement, mais les plus jeunes ne savent pas qui sont ces personnes et ils l'apprennent pas à l'école. Alors, bien sûr que oui, c'est tout à fait important de faire des films là-dessus, bien que le milieu n'est pas tout le temps d'accord d'ailleurs. C'est le moins qu'on peut se dire. Mais je vous relance, Stéphanie Chalut, est-ce qu'il y a pour vous certaines légendes, appelons ça au sens large, présentes dans notre histoire qui mériteraient d'être revisitées d'une manière ou de l'autre? Et si oui, comment et de quelle manière pourrait-elle nous parler? Moi, vous parlez à quelqu'un de très conquis par rapport à la Nouvelle-France. Alors, c'est sûr que tout ce qui concerne la Nouvelle-France, il y a tellement de matière incroyable. Moi, j'irais d'emblée tout de suite dans cette époque-là. Ça a toujours été une fascination, comme je le disais au début de l'entrevue. Et pas juste la chasse-galerie, on a oublié de le nommer, mais on a fait un film aussi sur la chasse-galerie. Justement, les contes aussi font partie de... Et ça aussi, ça serait quelque chose d'une matière riche, très, très riche, proche de la littérature et tout, qui font vivre des acteurs aussi au Québec. Faut jamais oublier que quand même, ça donne de l'emploi à nos artistes. Donc... oui, moi, ce serait plus justement la période fondatrice, parce qu'on méconnaît ses racines, et surtout, vous disiez vous-même dans des textes que les Québécois d'aujourd'hui, les plus jeunes générations, se détachent de la France de plus en plus, du fait français, et donc je pense qu'il y aurait, sans tomber dans la pédagogie, parce que votre question porte aussi sur la manière de faire, donc il y a, moi, je le crois très fermement, une manière de faire qui serait hautement artistique, épique, vraiment de grandes œuvres à faire sur cette période-là. Je vous relance, Stéphanie Chalut, juste un instant, parce que vous parlez, c'est un projet que je vous connais, celui sur les Saints-Martyrs canadiens. Alors, les Saints-Martyrs canadiens, pour probablement jusqu'à la génération de mes parents, c'est une figure qui est commune, qui appartient à la mémoire collective, et un jour, ça devient le nom d'une école. Et c'est une formule flottante un peu. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse, par exemple, dans cette figure des Saints-Martyrs canadiens? Justement parce qu'ils sont absolument méconnus. Moi, je me rappelle que quand en secondaire 4, il y avait une feuille, le prof d'histoire nous avait donné une feuille, puis il y avait les noms des personnes assez connues de la Nouvelle-France, puis dans un petit coin de la feuille, c'était marqué les Saints-Martyrs canadiens, et je sais même pas si les 8 noms étaient décrits en dessous, mais c'était marqué ça. Et ça a suscité ma curiosité. Je sais c'est qui ces gens-là. Bon, mes parents, j'avais un peu entendu parler, j'ai parlé de ça à mes parents disaient ils ont été tués sauvagement. C'est un fait. Quand on lit les relations, on voit relation bien, des Jésuites. Exactement, c'était des Jésuites missionnaires en Nouvelle-France.
Nouvelle-France et tout cet aspect-là. On parlait de Grand Canada tout à l'heure, de l'immensité du territoire. Ils ont foulé, un peu comme les coureurs des bois. C'est le pendant des coureurs des bois. Donc, il y a quelque chose de très mythique dans leur histoire, mais en même temps, ils apportent aussi la foi chrétienne, faut bien le dire. Et comme moi, en tant que catholique croyante pratiquante, ça m'interpelle et j'ai envie d'en parler parce qu'on connaît peut-être un peu plus Marguerite Diouville, Marguerite Bourgeois, quoique bon, peut-être pas non plus tant que ça, mais ces 8 personnages complètement oubliés sont pour moi en fait un terreau fertile de création. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Le scénario est à peine commencé. Ça va être probablement plus un film expérimental, donc de fiction expérimentale, court-métrage, qui va peut-être donner lieu éventuellement à un plus long métrage, je ne sais pas. Mais c'est parce qu'il faut dire, on n'a pas parlé de l'aspect financier, mais ça coûte extrêmement cher faire un film d'histoire. Donc ça répond aussi à votre autre partie de la question, comment le faire sur les jurys pour financer un film d'histoire, ça prend plusieurs millions de dollars pour faire un long métrage. Et quand c'est un film à costume, donc un film d'histoire, vous pouvez mettre le double. Hein. Donc c'est une des raisons pour lesquelles sur les jurys certains films d'histoire ne passent pas. Pas juste nécessairement au niveau du contenu, mais aussi parce que les moyens sont très, très, très dispendieux. Alors, voilà. Léolande Kemner, on l'a évoqué tantôt, vous parliez d'histoire populaire. L'histoire populaire est faite aussi de légendes, elle est faite de mythes, elle est faite de ce que j'évoquais, Louis Cyr, l'enfant martyr, toute une série de figures qui habitent encore quelquefois dans le langage populaire, même quelquefois, hein. Quand je me souviens, quand j'étais petit, on disait un petit Aurore, l'enfant martyr. Bon, ça existe. Alors, je vous pose la question, quelles sont ces légendes qui, d'une manière ou de l'autre, vous happe, vous intéresse et pourquoi? En fait, au risque, je veux pas choquer personne, mais moi, les légendes, la mythologie québécoise qui m'interpelle le plus, c'est celles qui mettent en scène le diable, en fait. Parce que je trouve qu'en général, dans ces histoires-là, ce qui ressort le plus, ça va être les grands traits de caractère de la psyché canadienne-française. Ça va être les grands moyens déployés pour se défendre contre le malin, et souvent je trouve que c'est très évocateur vu qu'on n'a pas d'archives comme telles qui peut nous se porter garant de notre connaissance sur comment pensaient nos ancêtres, comment est-ce qu'ils réagissaient face à certains dangers et tout ça. Et aussi, c'est que tout à l'heure, pour revenir, je voulais rajouter que les figures politiques sont souvent porteurs d'idéaux, de changement. Donc, je me dis que ces grandes figures-là sont pas tout à fait à l'image du peuple qui représente, mais plutôt à celle du peuple qui va suivre à cause des changements qu'ils vont apporter. Donc c'est à peu près ça. Donc je dirais que c'est beaucoup dans le populaire encore pour revenir sur le terme et c'est pas mal ça. Oui, j'ajoute, ça me choque pas du tout. Juste te rassurer, le diable. Non, il y aurait long à dire là-dessus, mais en fait, sur le plan artistique, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand j'avais 15 ans, je reviens souvent à l'adolescence, parce que c'est quand même une période assez fondatrice chez l'être humain. On découvre plein de choses, et dans mon cours de français, à un moment donné, notre prof de français, de littérature, enfin bref, nous passe un conte. On était dans la période où on étudiait les contes québécois, il y avait justement une histoire de loup-garou, qui en fait, évidemment, était le diable en quelque part, et ça se passe en Nouvelle-France. Et ça m'avait marqué, mais complètement, et j'ai essayé de retracer l'histoire par la suite. Quelques années après, j'ai jamais pu retrouver l'histoire, mais ça m'est resté vraiment marqué, et j'ai trouvé ça fascinant comme récit. Et effectivement, ce que tu dis par rapport à une forme de psyché peut-être, de ce que ce que pourraient être nos ancêtres, ou ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont vécu, c'est aussi très lié à la religion, bien entendu. Faut pas dissocier ça, hein, la figure du malin, tout ça. Mais je sais pas, moi, en tout cas, à l'époque, j'avais vraiment accroché sur ce récit. Et le conte, pour moi, est aussi une manière d'entrer dans nos racines. En plus, c'est le matériel éducatif qui nous reste aussi. Puis juste une petite anecdote, quand je faisais de la recherche récemment sur justement le folklore québécois, il y a quelque chose qui m'est apparu et puis que j'avais jamais réalisé. On dit souvent que le folklore s'est transmis le long du fleuve, donc que le fleuve a été l'espèce de vecteur de toute notre culture pendant quelque chose comme 300 ans. Mais à force de lire, je me suis rendu compte que une des grandes peurs des Canadiens français était pas tant le diable que la noyade, beaucoup. C'est un sujet qui est très, très, très récurrent dans notre folklore et sur lequel j'étais passée à côté complètement durant mes recherches. Et donc, quand je disais tantôt que ça se portait garant de l'espèce d'identité intrinsèque des gens, c'est ce que je veux dire, parce que on n'a pas de registre ou de grands personnages qui viennent nous dire oui, nous les Canadiens français, on a peur de la noyade. Donc c'est vraiment plus dans les souterrains de nos histoires qu'on peut trouver encore plus de pépites, si je peux dire, sur la personnalité de nos ancêtres, et je trouve ça absolument
exaltant comme recherche. Alors, je me permets de vous... Oui, Stéphanie Chalut. Je peux me permettre juste Bien par sûr, rapport à la peur de la noyade, ayant étudié évidemment dans les arts et un peu l'histoire de l'art, vous regarderez si c'est peut-être pas déjà fait, mais les ex-voto, ce sont vraiment des œuvres qui sont faites suite à une prière parce que les gens, par exemple, en traversant l'Atlantique, ils avaient très peur de couler avec le bateau ou sur le fleuve. Il y en a eu beaucoup et ils ont été sauvés. Il y en a plusieurs qui ont été suite à une prière à Sainte-Anne, notamment, qui est une des patronnes du Québec. Oui, il y a donc des œuvres qui ont été faites comme ça dans l'histoire de l'art et donc un cours à l'UQAM qui se donne d'ailleurs sur la période Nouvelle-France, 19e siècle et on apprend ça. C'est très, très intéressant. Donc, n'en doute pas. Je me permets de vous relancer sur certaines de ces légendes. Vous avez évoqué les deux des contes. Quels sont pour vous ces contes qui sont les plus parlants et qui d'une manière ou de l'autre, lorsqu'ils sont racontés aujourd'hui, touchent les cœurs, touchent les âmes? J'ai pas de titre qui me viennent en tête. Ça fait trop longtemps. Je me concentre depuis quelques années surtout sur des œuvres cinématographiques. Mais notez bien, je pense par exemple simplement à notre Fred Pellerin qui réactualise la tradition du conte canadien-français. C'est assez fascinant de voir comment, on pourrait dire de Vigneault à Pellerin, il y a une tradition du conteur dans l'histoire québécoise qui nous fait vivre des morceaux d'histoire complètement oubliés. Pensez par exemple à la chanson de Vigneault, Charlie Joe, qui nous raconte l'histoire d'un aventurier un peu guindé, un peu sophistiqué, un peu bric-à-brac sur la côte nord. Ça n'existerait pas dans la mémoire collective si ce n'était raconté d'une manière ou de l'autre. Mais je me pose la question, cela dit, il nous reste 1 minute avant la pause environ, je crois, en quelques instants. Est-ce que vous croyez que la jeune génération est capable d'embrasser ces contes-là ou est-ce que ça n'a pas une espèce de... Il n'y a pas un côté inévitablement poussiéreux autour de ça? Moi, je dis complètement, pour peu qu'on ait un bon angle et une bonne approche narrative. Je suis d'accord avec elle. La forme doit y être. Oui, on peut pas raconter nos histoires comme on les racontait au 18e siècle. Le monde a changé. Cela dit, ça veut pas dire qu'elles sont plus intéressantes. Il faut juste trouver une manière de parler le même langage que les jeunes générations, c'est tout. Par contre, il faut faire attention au révisionnisme parce que dans les pays d'en haut, il y a beaucoup de révisionnisme. Ah oui, c'est mieux qu'on peut se dire. Ça fait très mal, oui. Oui, mais ça, d'ailleurs, c'est cette étrange manie qui était racontée, je crois, dans une... Même en Europe, dans la mise en scène, je pense, d'une pièce de je ne sais trop qui, on décide de la transposer au 20e siècle, alors que c'est une pièce du 18e siècle pour la contemporanéiser jusqu'à la défigurer complètement. C'est le danger de plaquer, disons, des valeurs qu'on a actuellement sur des époques anciennes. C'est assez dangereux. Mais ça peut être intéressant parce que souvent, il y a beaucoup de ponts entre, je veux dire, on n'a pas inventé l'amour parce qu'on a un iPhone, je veux dire, on est encore très le même genre d'individu. Donc, le fait parfois de faire des adaptations contemporaines peut nous amener à comprendre sous une mettons mieux en fait un contenu. Par contre, effectivement, si on tombe dans la défiguration, ça fait plus de sens. Là. Alors, chers amis, nous prenons une pause pour quelques instants et de retour dans quelques instants, dis-je, avec Léonane Kemner et Stéphanie Chalut pour la question création artistique et histoire du Québec. Vous êtes à l'antenne de Radio VM. Chers amis, nous sommes de retour à la Vie des idées à Radio VM avec Mathieu Bock-Côté comme animateur. Je reçois aujourd'hui Stéphanie Chalut et Léonane Kemner pour une discussion sur le rapport à l'histoire du Québec à la fois chez les jeunes générations et chez les créateurs. Est-ce que cette histoire, d'une manière ou de l'autre, est capable d'alimenter la création artistique? Est-ce que cette histoire est susceptible de faire encore, pour reprendre la formule populaire, est-ce qu'elle fait encore du sens? Est-ce qu'elle nous parle? Est-ce qu'elle nous pousse à nous l'approprier? Est-ce qu'elle est susceptible d'une certaine manière de susciter les passions? J'ai pensé cette émission en bonne partie parce que je constate souvent, mais ça c'est la tristesse de l'intellectuel nationaliste, que très souvent les grandes passions que je veux retrouver dans l'histoire, la passion de la grandeur, la passion de l'indépendance, la passion des grandes luttes, eh bien j'ai quelquefois l'impression qu'elle serait difficile à imaginer ici d'une manière ou de l'autre puisque notre histoire est riche de 1000 avortements. Je pense à une série américaine comme The West Wing qui était consacrée à la présidence américaine et l'expérience politique américaine est tellement riche qu'on voudrait faire quelque chose de semblable ici.
aussi qu'on ne réussit pas. Les seules séries politiques qu'on a eues à la télévision étaient des séries qui étaient souvent parodiques, hein, comme si le politique ne nous apparaissait dans notre histoire que sous le signe de la parodie. Je pense à on pourrait faire l'équivalent avec certaines séries françaises. Donc, autrement dit, est-ce que cette histoire, et c'est la question qui obsède l'animateur et que je soumets à mes invités, est-ce que cette histoire est porteuse lorsqu'on l'embrasse, autrement dit, est-ce qu'on a l'impression de rencontrer toutes les possibilités inscrites dans le cœur humain? Est-ce qu'on a l'impression de retrouver quelque chose, une histoire qui, si elle disparaissait, si elle se terminait, eh bien quelque chose d'unique dans l'expérience humaine se perdrait, alors qui mériterait de durer d'une manière ou de l'autre? Alors, je vous relance sur cette question-là. On a quelquefois, vous connaissez cette formule, on dit quelque chose que c'est typiquement québécois, ou c'est typiquement américain, ou c'est typiquement français, ou c'est typiquement russe, et ainsi de suite. Là, on peut penser à la littérature pour les Russes, on peut penser au génie, au panache politique chez les Français. Lorsque vous vous tournez vers l'histoire québécoise ou canadienne-française ou de la Nouvelle-France, qui n'est en fait qu'une seule et même histoire, qu'est-ce qu'il y a selon vous, si la question vous semble pertinente, de typiquement québécois? Qu'est-ce qu'on retrouve, là, quand on médite sur l'histoire du Québec, qu'est-ce qu'on retrouve en disant, mais ça, ce sont des caractéristiques d'un peuple à nul autre pareil, pour le meilleur et pour le pire? Est-ce qu'il y a quelque chose de typiquement québécois lorsque vous embrassez l'histoire du Québec, ou vous ne retrouvez pas ce typiquement québécois, ce goût spécialement québécois? C'est sûr qu'il y a plein de caractéristiques qui nous caractérisent. Excusez-moi la répétition. Je n'en doute pas, mais lesquelles? Mais ce qui me vient tout de suite, c'est la langue, évidemment, l'accent. Je veux dire, la manière dont on a d'aborder la langue française, qui est tout à fait unique dans le monde. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je veux dire, on a l'accent qu'on a, qui est en fait l'accent de la Nouvelle-France, apparemment, mais qui a été, bon, bien sûr, un peu contaminé avec les anglicismes suite à la conquête. On a beaucoup d'anglicismes. Les Français aussi, soit dit en passant, mais pas pas du même ordre. Moi, ce que j'avais lu quand j'étais à la maîtrise, c'est que souvent, nous, les Québécois, on va insérer un mot anglais au sein de la phrase, surtout au niveau des verbes. Et là, ça déconstruit complètement la syntaxe, ce qui est un peu dangereux pour, disons, le soin de la langue, puis comment on fait pour la garder. Bon, en France, ça va être des mots communs. Alors, ils sont moins en danger aussi parce qu'ils sont moins entourés d'anglo-saxons, évidemment. Mais ce qui est vraiment typique, ce qui saute aux oreilles, vraiment, et on s'en rend compte quand on voyage, quand on entend notre accent, on se retourne, Québécois! C'est la formule québécois, ça s'entend. Mais je vous relance sur la question du tempérament. Est-ce que vous repérez quelque chose qui relèverait d'un tempérament québécois dans l'histoire? Ben oui, mais c'est pas nécessairement glorieux, justement. Je trouve que on baisse les bras. Je trouve que oui, il y a un genre de, je sais pas si on peut dire un pessimisme, mais ou une indifférence par rapport à notre passé, par rapport à notre histoire, par rapport à nos racines, par rapport à d'où on vient. On s'en fout maintenant d'être d'origine française. En général, c'est ce que je ressens. Pas de tout le monde, évidemment, mais ce n'est plus comme nos ancêtres, ce n'est plus comme même nos grands-pères, nos grands-mères. Moi, quand je parle encore avec mon grand-père qui a 94 ans, je crois, 95 ans, premièrement, lui, le mot québécois, ça n'existe pas dans son vocable, dans sa manière de parler. Canadien-français. Mais moi, je dis ancien Canadien parce qu'on était des Canadiens, on s'est fait prendre le nom par les Anglais, donc on est devenus des Canadiens-français après la conquête. Bon, et aujourd'hui, sont les anciens Québécois. Ouais, probablement, malheureusement. Donc oui, il y a quelque chose d'un abandon, je dirais, d'une insouciance et d'une indifférence. J'ai travaillé dans la dernière année, j'ai eu un contrat au centre-ville de Montréal et j'en ai vraiment souffert. Juste à entendre le niveau de langue des Québécois au centre-ville, parce que j'ai quand même habité presque 10 ans à Montréal, et j'avais jamais entendu ça. Vraiment autant d'anglicisme, mais plus que ça, c'est vraiment les gens parlent en bilingue maintenant. Ah ben oui, ça y a pas de doute là-dessus. C'est très épeurant. C'est très l'objet triste d'une des indignations les plus récurrentes de votre animateur. Léolande, je sais. Léolande Kemner, j'ai eu le bonheur de lire un peu sur quoi vous travaillez en ce moment. Donc on trouve la chasse-galerie, si je ne me trompe pas, on trouve les rébellions, on trouve la conquête, on trouve la traversée de l'Atlantique qui nous conduisait en Nouvelle-France, on trouve la découverte, ce que vous appelez la découverte du Canada sauvage. Est-ce que, donc autrement dit, vous saisissez l'histoire du Québec dans plusieurs moments différents, avant, après la conquête, au moment de la découverte, au moment de la société consolidée. Est-ce que vous reconnaissez, lorsque vous rencontrez l'histoire québécoise d'une manière ou de l'autre, quelque chose comme un caractère québécois, un tempérament québécois? Est-ce que s'intéresser à l'histoire du Québec nous oblige à reconnaître quelque chose comme un trait de personnalité nationale ou collectif avec lequel il faut négocier d'une manière ou de l'autre? En fait, je vais être un petit peu plus optimiste, mais moi, la chose que je trouve qui est absolument et irrémédiablement québécois, c'est notre rapport aux saisons. Chose qu'aucun autre pays a et qui a géré, en fait, nos
nos grands traits de personnalité, parce que je veux dire, ne serait-ce que à cause de l'hiver, le tempérament prompt à l'entraide, prompt au partage aussi, notre rapport à la terre, à la nature, je veux dire, tout ça est venu déterminer en fait la grande personnalité du Québécois ou du Canadien français. On dit souvent quelquefois que le Québécois est davantage géographique qu'historique. Ça. En fait, je pense que un va avec l'autre. C'est pas, je crois pas que c'est à polariser, mais bref, donc moi je trouve que c'est au-delà de tout ce qui pourrait être pointé directement dans notre personnalité nationale, je crois vraiment que c'est notre rapport aux saisons qui est venu vraiment nous donner toutes nos couleurs en fait en tant que peuple. Je vous relance sur ça parce que vous avez donc les saisons, c'est la nature, c'est le climat, tout ça. Au fil du temps, vous dites, est-ce qu'on pourrait dire qu'un certain caractère se développe d'une manière ou de l'autre au Québec? Est-ce qu'un caractère typique, Stéphanie Chelu nous dit, une forme d'indifférence à soi, une forme d'abandon rapide des tâches communes? J'espère ne pas trop... En fait, c'est surtout sur le plan politique, au niveau de la langue, mais il y aurait d'autres choses à dire. Mais est-ce que vous retrouvez, est-ce que autrement dit, ce rapport aux saisons crée une personnalité particulière du Québécois que vous retrouvez dans vos travaux, ou est-ce que c'est cette manière de poser la question vous semble inadéquate? Non, en fait, c'est que autant que je reconnais tout à fait tes observations, autant que je trouve que, au contraire, on est un peuple de gens très, très robustes. Moi, si je pense à une figure typiquement québécoise, je vais penser à l'homme fort qui va avoir réussi à conquérir les forêts. Je pense à la femme matrice qui va avoir peuplé le territoire ad vitam aeternam. Donc, pour moi, c'est au contraire, je trouve ça très excitant de redécouvrir notre peuple sous cette lumière-là, en fait, parce que justement, ce qui ressort souvent, c'est que, mettons qu'on n'est pas prompt à embarquer dans le combat national. On n'est pas, ou en tout cas, on a été trop déçus pour se relancer une nouvelle fois, puis se brûler à nouveau, mettons, parce que c'est comme ça qu'on aborde la chose. Oui. On l'aborde pas en tant que avec une volonté de vaincre, de gagner, en fait, notre indépendance. On la voit comme, oui, mais ça risque de pas marcher, puis on risque d'en souffrir encore plus une nouvelle fois. On n'est pas prêt à se replonger dans un bain d'amertume comme ça. Donc, non, pour moi, je trouve que c'est une belle relecture du peuple québécois que de le réenvisager sous ses grandes forces, en fait. Stéphanie Oui, je suis d'accord. On ne dit pas le contraire. Moi, quand je disais tout à l'heure, quand je répondais à la question de Mathieu, c'est surtout le Québécois d'aujourd'hui. Ouais, okay, mais c'est vrai que quand on regarde notre histoire, des surhommes et des surfemmes, il y en a eu absolument. Là. Mais même aujourd'hui, j'en vois encore des gens comme ça. Je voulais ajouter tout le rapport à la nature, pour moi, qui est extrêmement important aussi, qui transparaît aussi dans mes œuvres également. Donc, même dans les projets de films que j'entrevois, le rapport à la nature, au territoire, à l'immensité du territoire, et cet individu qui vient justement faire corps avec le territoire. C'est une nature transcendante. Oui, il y a quelque chose de ça. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, ce genre de personnage-là, moi, en tout cas, je le vois un peu moins, personnellement. Je vous relance sur une question qui me semble essentielle dès qu'on parle de l'histoire du Québec, et c'est évidemment la grande rupture de 60. Rupture créatrice et féconde, sans aucun doute, parce qu'il s'agissait de se décoloniser intérieurement, il s'agissait de rompre avec une situation de subordination et de domination, mais aussi rupture brutale et peut-être arrachement en soi. La preuve en est, votre propos, vous tenez des propos d'une tendresse manifeste envers le Québec d'avant 60. Vous parlez du Québec de la Nouvelle-France, Stéphanie Chelu, vous parlez du Québec des légendes populaires, Léolande Kemner. Donc, il y a eu manifestement un arrachement à soi. Au-delà de la décolonisation, de la rupture nécessaire, il y a eu une rupture brutale et peut-être excessive. Est-ce que vous pensez que cette espèce de rupture contribue à cette espèce de méconnaissance historique? C'est-à-dire, est-ce que d'une certaine manière, le grand récit qu'on se raconte depuis 1960 est épuisé? Est-ce qu'il est asséché? Est-ce qu'il est encore capable de toucher les cœurs, d'éveiller les esprits, d'éveiller les âmes d'une manière ou de l'autre? Ou est-ce que nous payons le prix aujourd'hui de la rupture de 60? En fait, je trouve qu'on a voulu se redoter d'une nouvelle genèse. On a voulu faire table rase de tout ce qui s'était fait avant parce que, bon, avec certaines entorses que pu se faire dans les hautes sphères soit du gouvernement ou de tous ceux qui avaient justement la mainmise sur l'éducation et tout ça de la population. Oui, ok, il y a eu des gaffes, des bévues, si on peut dire, et ça a quand même conduit le peuple à vouloir à un moment donné se départir de ça, vouloir faire carrément peau neuve. Donc, si ça le eu du bon, notamment beaucoup dans la sphère artistique, parce que ça a été une grande éclosion au niveau au Québec, mais en même temps, nécessairement, il y a eu le contrepoids du fait que, en faisant table rase, on enlève tout ce qui est bon également. Donc, ouais, moi je suis tout à fait oui, d'accord. Je veux dire, je pense que on a voulu écraser la part de
qui nous dépassait, nous transcendait peut-être, je veux dire, en faisant la Révolution tranquille. Vous avez reçu ici à votre micro quelques personnes, je crois, dans les 2 dernières années, qui ont parlé, je me rappelle plus malheureusement des noms, mais en fait, j'ai en tête, entre autres, une entrevue que vous avez donnée avec un intellectuel qui parle de la Révolution, j'ai-tu dit française ou tranquille? Tranquille. Ok, excusez, j'avais peur de faire un lapsus. On confond difficilement les deux. Ouais, non, c'est, en tout cas. Ça saigne moins. Oui, ça saigne moins, ça c'est sûr. Bref, mais j'oublie le nom malheureusement, mais voilà. Et il disait des choses, ma foi, extrêmement sensées auxquelles j'adhérais à peu près complètement, peut-être pas tout, mais je trouvais que oui, c'est cette table rase, elle est très néfaste, je trouve, pour l'ensemble de notre peuple. Par contre, effectivement, il y a eu des choses extraordinaires, un foisonnement, bien sûr. Maintenant, ce foisonnement-là, peut-il continuer, pour répondre à votre question, seulement sur la base de juste on veut foisonner? Je ne crois pas. Je pense que ça prend des assises très solides et ces assises, on les a plus, malheureusement. Mais on oublie aussi que cette période-là coïncide aussi avec nécessairement une ouverture sur le monde, la venue de nouveaux médiums aussi pour s'exprimer. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, notre histoire ne s'exprime plus de la même manière. Mais même après les années 60, il y a quand même encore une trace, oui, qui est peut-être moins présente aujourd'hui, mais il y a une trace de la présence de notre histoire dans la création artistique à plein d'échelles. Ça dépend des arts, pas en art visuel. Je peux en témoigner. Pour le cinéma, il y a une grande ouverture. On a dit tout à l'heure, on a nommé des titres de téléséries, de films. Je pense que le cinéma est un art, la littérature aussi est un art qui ouvre davantage à l'histoire, justement. Mais en art visuel et surtout en art actuel, conceptuel, vous allez pas faire d'histoire. Vous allez pas faire ça. Quand on pense mon côté historien me dit qu'une nation réussit à se raconter son histoire lorsqu'elle la met en récit. C'est un récit qui nous emporte et qui débouche sur des possibles au temps présent. De quelle manière avons-nous symbolisé la Révolution tranquille? Certainement par la chanson. On peut penser à des chansons, c'est-à-dire comme Le vieux dans le bas du fleuve, La bête à Tibi, Heureux d'un printemps. Non, mais qui sont grand classique. Non, mais qui sont des chansons qui sont qui racontent l'histoire du Absolument. Québec. C'est excellent. Chantez ces chansons, vous racontez l'histoire d'un peuple. C'est encore excellent. Avec une forme de musique qui ne peut être que la nôtre. Ouais. Mais j'ai bon. Alors là, il y a 2 questions qui s'ouvrent là. Tout ce récit, toutes ces chansons aboutissait à quelque chose comme il y avait un moment rédempteur qui s'appelait, vous me pardonnerez de vous livrer mes obsessions, mais qui s'appelait l'indépendance politique. À partir du moment où elle a échoué, j'ai l'impression que ces chansons, qui étaient ce par quoi notre peuple, qui est finalement plus doué pour la littérature orale que la littérature écrite peut-être, notre peuple se retrouve avec une espèce de capital culturel, symbolique, exceptionnel, mais condamné à une impasse politique. C'est comme dans la mesure où la culture et la politique sont liées d'une manière ou de l'autre, c'est comme si ces chansons avaient de moins en moins de sens. La chanson de, il s'appelle Claude Gauthier, Le plus beau voyage, je suis prévu pour l'an 2000, franchement, il va falloir rajouter une 50aine d'années. Alors, c'est exagéré, pas 50 ans quand même. Espérons, vous êtes optimiste. mais donc là, il y a ça, mais vous noterez, cela dit, donc sur la chanson, donc premier élément, est-ce que l'absence de débouchés politiques ne nous enferme pas qu'un patrimoine dont on ne sait plus que faire? Et l'autre dimension, c'est sur le plan historique, simplement. Cinématographique, pardonnez-moi. Quand on regarde, est-ce qu'il y a eu le grand film de la Révolution tranquille au Québec? On peut penser à Crazy, mais qui raconte l'histoire de la Révolution tranquille davantage sous le signe des mœurs que du récit national. Il y a un poster du PQ à un moment donné dans le film pour qu'on comprenne que ça se passe dans ces années-là. On peut penser à Histoire de famille, mais qui était davantage une télésérie qu'autre chose. Est-ce que notre cinéma a été capable de mettre en scène d'une manière ou de l'autre ce nouveau Québec émergent, ce Québec qui, autrement dit, aurait fait quelque chose de son histoire en raccordant le fil de la continuité, mais pour le plonger dans la Révolution tranquille? Moi, je ne crois pas que ce film-là a été fait. Je crois même pas qu'il y a eu un film sur la Nouvelle-France qui a été fait. Le film sur la conquête ou le film sur l'arrivée des filles du roi, ça n'a jamais été fait. Ce film dont vous parlez, je pense que beaucoup de cinéastes y pensent. Honnêtement, je pense que des artistes pensent à ça parce que ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un bassin d'inspiration incroyable pour des raisons politiques et pour des raisons économiques, d'argent. Ça ne se fait pas. Je ne sais pas si ça va se faire. Je rêve que ça se fasse. J'espère voir ça dans notre cinématographie, éventuellement, oui. Léolane Kemner, vous sembliez vouloir dire quelque chose à la manière dont vous tenez votre crayon. En fait, c'est peut-être juste un petit conseil à ceux qui voudraient se lancer dans la grande entreprise très nécessaire que de proposer notre histoire en film de grande envergure. Et c'est peut-être juste de faire attention de pas tomber dans la caricature de nos ancêtres. C'est quelque chose qui, moi, m'agace beaucoup dans ce qui a été fait jusqu'à maintenant, malgré que je sois une très grande fan des séries québécoises historiques. Je pense à Marguerite Volant, Les filles de Caleb et tout ça. Mais c'est que parfois, moi dans Les filles de Caleb, mais parfois ce que j'ai remarqué, c'était une espèce de
de caricature justement du bon Canadien français un peu arriéré sur les bords, très simple, qui va aimer jouer sa musique à bouche, bûcher son bois, puis tâter la cuisinière de temps en temps. Moi, je trouve que ça va plus loin que ça. Je trouve que justement, on aurait un grand effort à faire pour justement aller se réapproprier, non, en fait, nous mettre nous-mêmes au diapason de nos ancêtres et non pas le contraire. C'est souvent et c'est la chose que je reproche au Pays d'en haut, c'est que oui, c'est une bonne série, c'est agréable à regarder, les acteurs sont bons, mais ce qui m'achale en bon québécois, c'est que c'est une série moderne en costume d'époque. Exact. C'est pas, j'ai pas l'impression d'être un témoin un peu voyeur dans une tranche historique qui m'aurait été donnée de voir. C'est ça qui m'agace beaucoup avec nos productions québécoises sur notre histoire. Et c'est du western aussi, donc c'est un style typiquement américain, plaqué sur la réalité québécoise. Ça ne fonctionne pas du tout. On n'a pas vécu ça, ce n'est pas vrai. Et malgré la superbe brochette d'acteurs, ça m'a fait décrocher à un moment donné. Moi aussi j'ai décroché. Moi aussi j'ai complètement décroché après la première série. Puis pour venir à Marguerite Volant, je m'excuse, je sais pas vous avez peut-être aimé, mais moi pas du tout. Moi j'ai trouvé que c'était, mais c'est plus que théâtral, c'était très mauvais. Moi j'ai trouvé ça. Moi j'ai aimé ça. Moi j'ai adoré. Je voulais aimer. Oh mon Dieu, ok. Je voulais aimer cette série. Je voulais parce que ça traitait de la Nouvelle-France. J'étais adolescente, peut-être 18 ans à peu près. Puis je me rappelle il y avait eu CAOA aussi, une série sur une autochtone. Et je voulais aimer aussi cette série. J'ai trouvé ça tellement mauvais, justement parce qu'elle véhiculait des clichés, parce que on voit aussi à la fin, la fin est complètement fédéraliste aussi dans le cas de Marguerite Volant. Donc c'est c'est un très bel anglais qui débarque et James, tout le monde le trouve beau, mais moi je le trouvais très beau évidemment. Mais Donald Chevigny, moi je pense. C'est ça, lui c'était coureur des bois. Bref, non les deux étaient mais ça restait très cliché. Effectivement, je suis d'accord avec toi et puis il faut transcender ça, puis il faut aller quand ça rejoint ce que je disais, on est capable de faire des grandes œuvres sans tomber dans des trucs comme ça. Oui, je vois très bien. Ceci dit, à la défense de Marguerite Volant, et c'est le dernier point que je vais ajouter là-dessus. Non, c'est correct. Discussion fille. Je pourrais vous parler de Lancer Compte et de Scoop avec passion. Discussion fille. Il faut quand même remettre en contexte que cette série-là est sortie au moment où est-ce que le Québec émergeait de son restant d'amour pour le théâtre, pour l'histoire mise en scène de manière très théâtrale, très épique, très volant finalement, très dans le vent. Et donc, il y a comme une indulgence dans mon regard sur cette série-là, parce que justement, c'est un peu comme les émissions théâtre, là, je sais plus comment on appelait ça. Téléthéâtre. Donc c'était beaucoup encore dans cette image-là, et ça, moi, ça touche une corde très tendre chez moi, mais sinon, oui, pour la caricature, oui, ça, je partage tout à fait, mais ça reste un petit bijou à regarder à l'automne. Et ne parlons pas du film Nouvelle-France, c'est encore pire. Oui, bien sûr. La trame sonore est excellente. Mais je vous relance un instant sur la question des Pays d'en haut, parce que on parle évidemment de la série qui est en ce moment, depuis 2 ans, je crois. Mais qui était tiré par ailleurs de précédentes séries, Les Pays d'en haut, qui a marqué l'imaginaire de toute une génération. Qui était du téléthéâtre. Dans sa représentation du Canada français. Ouais. Est-ce que vous êtes familier d'une manière ou de l'autre? Parce que quand on regarde l'ancien Séraphin, disons ça comme ça, l'ancien Séraphin est un roublard, rusé, tout ça. Finalement, peut-être un peu moins pervers, toxique, maniaque et psychopathe que le nouveau. Ah, mais je trouve pas. Moi, j'ai quasiment envie de tomber plus en amour avec le Séraphin qu'avec Alexis. Puis ça, c'est ça qui me dérange, parce que c'est pas normal que je trouve Séraphin est plus intéressant qu'Alexis. Normalement, dans le mandat de la série. Tu veux dire dans la nouvelle série? Dans la nouvelle série, oui. Mais ils ont pris un bel acteur. Il est très charmant. Beau, mais en plus, ils ont donné une dimension très humaine. On le comprend, on le déteste plus, là. Je veux dire, on comprend que c'est un ancien petit gars qui a beaucoup manqué puis qu'il a fallu qu'il se défende dans la vie pour faire sa place puis qu'il en laissera pas un la prendre, là. Donc, à ce moment-là, mon réflexe d'empathie embarque automatiquement, ce qu'il n'y avait pas avec la série originale qui, je dois le confesser, je n'ai jamais été une grande fan parce que je suis très sensible des oreilles. Puis le son de cette série-là m'arrache les tympans avec les viandes à chien puis tout ça. C'est très dur à entendre pour moi. Donc, je suis pas une grande fan, mais je connais quand même. Je me permets, il nous reste à peine 8 minutes. Mon Dieu, je suis très heureux de ce développement sur l'univers télévisuel québécois. Imaginons qu'il y ait quelque chose, justement, et qu'on ait les moyens. Donc, laissons de côté la question qui vous obsède légitimement, Stéphanie Chelu, c'est-à-dire le manque de moyens. Et imaginons que nous les ayons, ce qui n'est pas inimaginable en cette terre, d'une manière ou de l'autre. Y aurait-il, selon vous, certains mythes, certains événements, certaines périodes à redécouvrir, à remettre en scène d'une manière ou de l'autre? Léolane Kemner, je crois que vous avez une idée. En fait, c'est que
un de nos grands contes, si ce n'est que notre conte par excellence, notre grande légende, c'est la Corriveau. Et je trouve que dans un contexte où est-ce qu'on aurait les moyens de produire une belle série ou un grand film, ça serait une superbe histoire à raconter parce que à travers son histoire à elle... Développer un peu pour ceux qui seraient pas familiers avec la Corriveau. Donc la Corriveau, dans la légende, est passée pour une tueuse de maris qui aurait tué apparemment ses 7 maris de manière toute plus diaboliquement cruelle les unes que les autres, mais dans son contexte historique, c'est une femme de Saint-Vallier qui a bel et bien tué son deuxième mari pour mettre fin à ses brutalités, pour protéger ses enfants. Et donc bref, ça, on dit que ça a été la première à être pendue dans les chaînes, donc dans une cage de fer. Cela dit, c'est la deuxième seulement. Elle a suscité beaucoup plus l'attention de la populace, ce qui fait qu'elle a passé à la légende. Mais je trouve que c'est une histoire très très humaine et de par elle, on vit, ne serait-ce que dans son étude, on vit vraiment tout le contexte de la conquête au point de vue paysan, au point de vue humain. Ça, c'est sur quelle année à peu près? 1759, 1763, je veux dire, la conquête de 1759, mais elle est exécutée en 63. Donc, c'est vraiment, c'est un superbe vecteur, c'est une grande lunette qui nous permet de justement relire l'histoire de la conquête et ce qui a été l'événement qui a tout changé pour nous finalement. Stéphanie Chalut. Ouais, non, moi j'irais plus du côté politique en fait. Si j'avais un film à faire, ça serait. Qu'est-ce que vous voudriez nous raconter? Ben, ce serait vraiment la conquête. Ce serait la rencontre de l'anglais, du français ici. Je veux dire le point de rupture, le point d'achoppement, le point de querelle quoi, qu'on n'ose plus parler parce qu'on veut pas parler des chicanes, pas de chicanes dans ma cabane. Alors non, c'est ça. Donc là, non, ce serait de dire voici les faits. En même temps, c'est une œuvre d'art, donc c'est sûr qu'il y a de la romance. C'est de la fiction, mais en même temps, c'est basé sur des faits réels. Moi, je pense que ça doit être fait. Et je sais pas si vous connaissez, on parlait de chansons tout à l'heure, mais il y a un jeune auteur que je ne connaissais pas, qui c'est d'ailleurs, je pense que c'est Akos Verbocci, c'est comme ça qu'on prononce? Akos Verbocci. Oui, pardon, je prononce. Il était ici à la radio il y a quelques semaines et en me réveillant un matin, il me fait découvrir donc ce jeune Alexandre Bellière, qui est un auteur, compositeur, interprète, voilà, donc qui lui traite justement de grandes figures et de petites figures aussi. Marie Rollet, un peu moins connue, et fait des chansons et c'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai eu un coup de foudre pour son travail et donc tout ce qu'il dit dans Champlain, Maisonneuve, dans ses chansons, donc il prend des personnages et puis il en fait une chanson. Je pense que ça, pour moi, en écoutant ça, je me dis il y a un film à faire avec ça. C'est vraiment. Si on fait une bonne soupe avec tout ce qu'on vient de dire, on pourrait sortir une œuvre magistrale. Je vous relance néanmoins sur cette question, le film à faire, la légende à faire. Vous avez dit, Léolane Kemner, que la Corriveau, le mythe de la Corriveau, ça pourrait être mis de l'avant d'une manière ou de l'autre. Et quand on décide d'actualiser une histoire, c'est parce qu'elle nous dit encore quelque chose. Vous semblez avoir une lecture de la Corriveau qui n'est pas celle qui a été retenue par les mémoires collectives. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, par exemple, de cette histoire qui relève de l'histoire populaire, hein? C'est-à-dire, ça ferait partie de ces galeries de personnages qu'on redécouvrirait de Louis Cyr et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on retrouverait dans cette histoire qui toucherait le contemporain, disons ça ainsi? Le courage qu'on pense que le peuple québécois a pu ou a pas vraiment conservé. Je dirais que à travers l'histoire de la Corriveau, moi c'est ça qui s'est le plus révélé, le grand courage, la grande résilience, le savoir-faire, la débrouillardise, l'espèce de serrage de coude très très prononcé, c'est quelque chose qui m'a profondément touchée dans cette histoire-là que je retrouve par ailleurs dans d'autres histoires justement dans le cadre de la rédaction de mon livre, mais c'est vraiment je vous dirais que l'histoire de la Corriveau est très centrale au niveau de l'espèce de cristallisation de la personnalité canadienne, française, québécoise. Stéphanie Chalut. Pour poursuivre, c'est sûr, moi, les Saint-Martyrs, ça reste une figure à explorer. Ça, je peux pas m'en défaire. Mais c'est vraiment sous un autre angle. C'est peut-être plus, c'est ça, sous l'angle épique, grand déploiement, très poétique. Vraiment, il y a de la poésie. Je répète, je suis une artiste de l'image. Donc, pour moi, l'image est extrêmement importante. Les acteurs, bien sûr, le jeu, tout ça, mais je porte une attention particulière à ça. Et il faut que ça vienne me toucher. Il faut que l'image vienne me toucher. Et je vois donc dans les personnages que j'ai mentionnés, ce type de cinéma se faire. Mais évidemment, ça dépend des sensibilités, ça dépend de la signature. Chaque artiste, on a nos approches, on a notre signature, on a nos intérêts, on a notre... ça veut pas dire que dans mes œuvres, l'aspect plus, disons, personnel, humain serait mis de côté. Je pense que, je le répète, ça serait comme vraiment des histoires très personnelles dans le grand cadre civilisationnel. Mais ce grand cadre-là, pour moi, il est fondamental. Et on le voit pas souvent dans le cinéma québécois.
On voit pas souvent non plus l'hiver. De plus en plus, on le voit depuis quelques années, mais je me rappelle au début des années 2000, quand j'étais abonnée à la revue de cinéma 24 images, plusieurs critiques critiquaient justement le fait qu'on voyait très rarement notre paysage. C'est très important cette mise à distance de notre climat pas juste non, ben pour vous peut-être, mais moi j'aime beaucoup l'hiver, mais non, au contraire cette identification, c'est quelque chose qui nous personnifie aussi, je veux dire, dans notre identité québécoise, comme on disait au début d'émission, le territoire, la nature et tout. Donc, pour moi, mettre l'hiver en scène, c'est quelque chose qui serait très, très fondamental. Je pense à Quai Surveillé 1839, je veux dire, ce film-là donne froid juste à regarder les images. Je veux dire, je trouve que même si ça se passe à l'intérieur d'une prison ou avec quelques plans à l'extérieur, mais il y a quand même des plans à l'extérieur, ne serait-ce que l'ouverture, puis je trouve qu'on sent la cruauté de l'hiver dans ce film-là. Mais c'est vrai que c'est pas répandu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et est-ce qu'il y aurait, il nous reste 2 minutes environ, est-ce qu'il y aurait, selon vous, matière à mettre en scène aussi, et là, ce sont mes obsessions, vous me pardonnerez, l'histoire de la Révolution tranquille? Parce que, évidemment, qui termine mal, qui se termine très mal, on perd, on échoue, encore une fois. Mais est-ce qu'il y a néanmoins, parce que pensez à la série René Lévesque, par exemple, les 2 séries René Lévesque, qui mettaient en scène, par exemple, l'une avec Denis Bouchard, l'autre avec Emmanuel Bilodeau, ça raconte la nationalisation de l'hydro, ça raconte la Révolution tranquille, la libération des mœurs, puis ça finit avec un échec, puis à la prochaine fois. Et puis la prochaine fois est venue, on l'a encore perdu. Donc, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur, est-ce que la Révolution tranquille est encore une source d'imagination narrative, disons ça ainsi, ou est-ce qu'il va falloir passer par d'autres chemins pour faire revivre la mémoire québécoise? Moi, je pense que oui. Je pense que ça reste effectivement, une matière importante. Je sais pas si moi, enfin, d'emblée, ça m'interpelle pas particulièrement, et surtout pas en art visuel, parce que là, on parle de cinéma, d'images en mouvement et tout, mais moi, je viens surtout des arts visuels. Donc, en art visuel, comment aborder le récit aussi, on n'en parle pas, mais c'est complètement autre chose. Si on fait trop dans le récit, c'est mal vu. Oui. Donc pour moi personnellement, j'aime mieux, enfin en ce moment, je suis plus attachée à l'histoire très ancienne. D'accord. Et puis pour plusieurs années, je pense que je vais plancher sur ça. C'est vraiment ce qui me meut. Mais à travers ça, c'est toute la question de la mémoire personnelle et collective. Donc ce sont les 2 grands thèmes de mon travail. Je voulais rajouter, parce qu'on parle pas beaucoup d'art visuel, il y a Simon Baudry qui travaille le thème de l'indépendance du Québec. Et nous arrivons à la toute fin, Stéphanie Chaloux, mais vous mentionnez Simon Baudry. Et Mario Doucette aussi, qui est un Acadien qui travaille sur l'identité acadienne. C'est très intéressant, donc. Alors, nous retiendrons ces noms. Stéphanie Chaloux, Léolane Kamner, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Merci, Mathieu.